Alors, on vient d'avoir une audition extrêmement intéressante conjointe avec la Commission des finances sur l'impact des enjeux financiers sur les enjeux sécuritaires. Et nous continuons ce cycle en partageant cette fois notre audition avec la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie que préside Amélia Lacrafi. D'ailleurs, vous aurez sans doute à cœur, Madame la Présidente, d'expliquer au commissaire à la Défense le rôle de la section française au sein de l'APF, et peut-être son délégué général Bruno Fuchs nous rejoindra tout à l'heure. Après donc les enjeux d'endettement, de coopération monétaire que nous venons d'aborder avec la Commission des finances, nous passons maintenant aux enjeux aussi importants, des enjeux médiatiques et culturels dans la relation Afrique-France. La diversité de ces sujets témoigne du caractère pleinement multidimensionnel de notre partenariat avec les États africains et démontre la nécessité d'avancer dans ce cycle avant qu'au sein de la Commission des finances, nous replongions directement sur les enjeux de sécurité. Madame Cécile Mégy, j'espère que je prononce bien votre nom, vous êtes directrice des stratégies et coopérations internationales transverses de France Média Monde. Je pense que tout le monde le sait, mais France Média Monde regroupe notamment la chaîne d'information continue France 24 et la radio mondiale RFI. Vous pourrez certainement revenir sur les enjeux relatifs à l'image des médias français sur le continent, leur audience et leur portée réelle, à l'heure où les réseaux sociaux sont omniprésents, mais également sur la contribution de ces médias au rayonnement de la francophonie. Nous serions également intéressés de vous entendre sur le rôle que peut jouer l'audiovisuel extérieur de la France dans notre relation avec les Afriques, alors que certaines voix s'élèvent pour en faire un outil d'influence à part entière. C'est aussi une question parfois nous posent les Africains. Ils nous disent « mais France 24, alors est-ce que c'est une chaîne dont la ligne éditoriale est totalement libre ou est-ce que c'est une chaîne au service des intérêts français ?» Vous pourriez peut-être revenir à ce titre sur le lancement des États généraux de l'information souhaités par le Président de la République. Monsieur Emmanuel Casaré-Roux, j'espère bien prononcer votre nom, vous êtes président du musée Quai Branly Jacques Chirac. Nous serions heureux d'entendre votre analyse sur la perception de l'action culturelle en Afrique, alors que d'autres pays développent des stratégies parfois plus visibles. Je pense notamment à la Chine, qui multiplie l'ouverture d'instituts Confucius. Vous pourriez notamment revenir sur les enjeux entourant la restitution d'œuvres et la coopération entre les musées français et africains, mais également avec les représentants des diasporas en France. Madame la Présidente, je vous cède la parole. Messieurs les Présidents, Madame la Directrice, mes chers collègues, c'est à ma connaissance la première fois qu'un délégué de la section française, et certainement, enfin président délégué, pardon, certainement une présidente déléguée, co-préside une réunion commune avec une commission permanente de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi je tiens à remercier très chaleureusement mon collègue Thomas Gassilou d'avoir l'honneur d'être à ses côtés avec la Commission Défense. Je veux également saluer son initiative visant à associer les membres de la section française à l'Assemblée parlementaire de la francophonie aux travaux qu'il mène dans le cadre d'un cycle d'information sur les relations entre la France et le continent africain. À cet égard, je souhaite rappeler que si l'Assemblée parlementaire de la francophonie réunit à ce jour 92 sections membres, associés ou observateurs, la section française y occupe une place toute particulière pour plusieurs raisons. Elle est en effet la plus nombreuse avec 90 députés et 60 sénateurs et sénatrices. Le Parlement français est aussi le deuxième le plus gros contributeur financier de l'APF après l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. De même, plusieurs parlementaires français occupent des fonctions importantes au sein des différents organes de l'APF. Je veux ici saluer le travail de notre collègue Bruno Fuchs, qui a été désigné délégué général de l'APF et anime cette institution aux côtés du député canadien Francis Drouin, qui la préside. Plusieurs de nos collègues députés et sénateurs sont également soit présidents de commissions et de réseaux, soit rapporteurs au sein de ces mêmes organes. Je suis moi-même l'une des vice-présidentes de l'APF. Vous le voyez, la section française s'implique fortement dans le fonctionnement et l'animation de l'APF et met un point d'honneur à être représentée et à intervenir à chaque réunion d'instance. La position française portée par les élus français est toujours attendue et écoutée. Pour autant, l'APF, ce n'est pas la section française. L'APF n'est pas un outil au service du Parlement français. Les parlementaires membres de la section française ont à cœur de concilier leur double statut de membres de l'APF et membres du Parlement français. C'est pourquoi je considère comme très important les échanges que nous aurons ce matin et je veux remercier très chaleureusement Monsieur Emmanuel Casaré-Roux et Madame Cécile Mégy pour les éclairages qu'ils pourront nous apporter. La relation entre la France et le continent africain est marquée par la
confusion d'une histoire pesante, pour reprendre les termes utilisés par Jean-Louis Borloo, comprenant 3 périodes: la colonisation, la décolonisation et la mondialisation de l'Afrique, qui se tournent aujourd'hui vers d'autres partenaires. Nous en avons largement parlé hier en séance publique lors des débats sur les partenariats renouvelés entre la France et les pays africains. Face à cette Afrique nouvelle, la France s'est longtemps interrogée, a engagé des actions très fortes dans ce sens, dont la restitution des biens culturels et bien d'autres actions que je ne pourrais pas vous lister aujourd'hui. Le président de la République l'a dit le 23 février lors de son dernier déplacement en Afrique centrale. Nous avons un destin lié avec le continent africain et nous devons choisir quel rapport nous voulons entretenir avec les pays africains en sortant des grilles de lecture du passé. Il nous faut considérer les pays africains comme des partenaires avec qui nous avons des intérêts et des responsabilités partagées. C'est un continent où nous devons bâtir des relations respectueuses, équilibrées et responsables pour lutter ensemble pour des causes communes comme la lutte contre le changement climatique. C'est une nouvelle réalité que nous ne pouvons pas nier et s'incarne dans cette nouvelle politique de partenariat que nous menons désormais. Il est très intéressant pour nous de vous entendre, tant les champs culturels et médiatiques sont importants pour ces relations renouvelées que la France entend bâtir avec l'Afrique. L'importance de nos relations culturelles avec les pays africains est évidente. Nous en avons eu la preuve lors de l'organisation de la session Africain 2020. Je la constate sur le terrain avec la programmation de nos instituts français ou de nos alliances françaises partout en Afrique. Elle est sans doute appelée à s'accroître avec le projet de la Maison des mondes africains ou même la Cité de la langue française à Villers-Cotterêts, qui fera la part belle, en tout cas je l'espère, à des projets communs avec les pays d'Afrique. La question du relais de l'information et des médias en langue française au travers de France Média Monde et de TV5 Monde est également un enjeu politique de taille, comme nous l'avons vu avec l'interdiction de France 24 ou RFI dans certains pays du Sahel. Sans doute allez-vous nous donner quelques pistes pour établir cette nouvelle relation, par le dialogue et l'échange, par le croisement des savoirs et des expériences que nous partageons déjà à l'APF et dans l'espace francophone. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame la Présidente et Madame Mégy, vous avez désormais la parole pour une durée d'environ 10 minutes. J'appuie sur ce bouton qui doit être le bon. Merci. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Présidente déléguée, Mesdames et Messieurs, merci d'être là ce matin. Je suis effectivement directrice des stratégies et coopérations éditoriales et non pas internationales, mais ça peut se ressembler, transverse à France Média Monde, et j'ai l'honneur de représenter Marie-Christine Saragosse, la PDG du groupe, qui s'excuse de ne pas être là et qui est en déplacement à partir d'aujourd'hui en Roumanie. Alors voilà, pour ce propos liminaire, je me permets quand même de rappeler quelques points concernant notre groupe. France Média Monde, le groupe de l'audiovisuel extérieur de la France, ce sont 3 médias. RFI, la radio d'actualité mondiale en français et en 16 autres langues. France 24, vous l'avez rappelé, la chaîne d'information internationale en continu, en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Et Monte Carlo Doualiya, la radio française en langue arabe, diffusée au Proche et au Moyen-Orient, donc qui ne concerne pas directement le continent africain, mais qui est une part importante de notre dispositif de l'audiovisuel extérieur de la France. Nos 3 médias ont compté en 2022 près de 260 millions d'auditeurs, téléspectateurs et d'internautes chaque semaine à travers le monde. L'Afrique est historiquement notre premier bassin d'audience. C'est donc un continent majeur pour nos médias. Le propos que je vais développer devant vous va s'articuler autour de 2 grands points. Un ancrage historique de nos médias en Afrique, mais qui évolue aujourd'hui, et vous en avez déjà parlé dans les différentes auditions, dans un contexte de grande tension et de tension accrue. Et dans un second temps, une stratégie que nous développons aujourd'hui, qui est la stratégie de proximité. Nous l'avons mise en œuvre déjà depuis plusieurs années auprès des publics du continent africain et que nous entendons encore renforcer dans les années à venir. Alors RFI et France 24 sont des médias référents pour couvrir l'actualité du continent africain, l'expertise de nos journalistes à Paris, un service dédié à RFI, le service Afrique, des journalistes spécialisés à France 24, mais référents également par une grande présence sur le terrain, sur le continent, un très important réseau de correspondants, de près d'une centaine de correspondants sur l'ensemble du continent, des envoyés spéciaux permanents à Abidjan, à Dakar et à Nairobi, donc les Afriques,
Afrique. Autant l'Afrique de l'Ouest que l'Afrique de l'Est sont concernés par la présence de ces professionnels de RFI et des rédactions délocalisées, j'y reviendrai un petit peu plus tard, qui sont installées sur le continent avec des professionnels venus du continent africain. Nos médias proposent quotidiennement une couverture de l'actualité africaine, tant dans les programmes d'information qu'à travers les émissions référentes, les sessions d'actualité midi, soir, matin et nuit sur RFI, 2 journaux dédiés à l'Afrique sur France 24, où nous donnons un écho mondial à tout ce qui fait événement en Afrique, en offrant également une image positive et fédératrice du continent, à travers notamment des événements comme celui du mois de janvier prochain, qui est la Coupe d'Afrique des Nations, où nous prévoyons un très important dispositif. Ce qui fait notre succès auprès des publics du continent africain, c'est aussi la très forte interaction avec ces publics. La place à l'interactivité, à la proximité est présente dans nos programmes. Un des programmes phares de Radio France Internationale est sans doute Appel sur l'actualité, une émission quotidienne de matinée où les auditeurs interviennent, posent des questions et les rédactions de RFI ou les experts leur répondent. Un magazine dédié à la jeunesse qui est hebdomadaire, qui s'appelle Alors on dit quoi, qui là aussi traite des sujets qui concernent le quotidien de notre auditoire, avec des appels très nombreux d'auditeurs là encore. Et puis un dernier point qui sont les délocalisations, c'est-à-dire nous emmenons nos équipes sur le continent, et là il est toujours extrêmement impressionnant de mesurer la notoriété des journalistes et des animateurs de RFI et de France 24 lors de ces déplacements. Par ailleurs, comme le prévoient les missions de France Médias Monde, les missions de nos médias de service public, de Société nationale de programme, nous donnons un très large écho à l'actualité française dans toute sa diversité, dans toutes ses dimensions. Le lien est indéniable à travers cette actualité, il est souligné avec le continent africain. Vous parliez, Madame, de la saison Africa 2020 qui avait été notamment un moment phare de notre couverture et qui, à travers la présence des diaspora et des échanges réguliers des échanges humains réguliers entre la France et l'Afrique nourrissent nos programmes. En matière de distribution, de diffusion, nous bénéficions d'une présence extrêmement importante sur le continent africain. En radio, RFI a le plus grand parc FM avec 115 émetteurs. Elle est reprise par près de 500 radios partenaires à travers le continent. Ces radios partenaires, ce sont des radios locales qui reprennent une grande partie de nos programmes et notamment nos programmes d'information. On a aussi gardé une diffusion en ondes courtes et on le verra quand on parlera de ces pays où nous sommes notamment coupés en FM, que les ondes courtes ont une vraie importance dans cette région du monde et ce qui permet de toucher notamment des populations plus isolées des grandes villes et singulièrement dans la bande sahélienne. En télévision, France 24 est diffusée sur le satellite et sur la TNT, quand cela est possible dans certains pays et dans les zones urbaines. Au total, ce sont 62 millions de foyers qui sont distribués par France 24 sur le continent africain. Et puis bien sûr le numérique, nos sites propres, RFI, France 24 dans leurs différentes déclinaisons, mais également les différentes plateformes, les réseaux sociaux, la syndication avec des sites panafricains. Et depuis ce mois d'octobre, nous avons lancé des chaînes WhatsApp, qui est un nouveau vecteur de diffusion d'informations pour nos médias et certaines de nos émissions, et nous enregistrons, j'y reviendrai tout à l'heure, des performances records en la matière. Donc nos médias sont très puissants, ils enregistrent des résultats d'audience exceptionnels. La dernière étude Africascope menée par l'Institut Kantar nous montre que près de 60% de la population en Afrique francophone, 60% de la population en Afrique francophone suit RFI et ou France 24 de façon hebdomadaire. RFI est la première radio internationale en Afrique francophone. Elle est toujours classée dans le top 5 des radios les plus écoutées quotidiennement dans les 7 villes couvertes par cette étude. Et France 24 conforte son statut de première chaîne d'information internationale, toutes cibles confondues sur l'Afrique francophone. Elle figure parmi les 10 chaînes les plus regardées chaque semaine. Le contexte, vous le disiez dans vos propos liminaires, le contexte sur le continent africain évolue, change et est marqué ces dernières années par un contexte de grande tension auquel nous devons faire face.
Très concrètement, cela se manifeste par une recrudescence des manipulations de l'information, de la désinformation, des infox, comme on dit en bonne francophonie. On peut considérer qu'il y a des tentatives de déstabilisation directement instrumentalisées à travers ces manipulations de l'info et la désinformation, instrumentalisées par certains États. Deux faits nous semblent importants à noter. Le lancement de chaînes à destination de l'Afrique par la Turquie, qui propose et assume une vision alternative de l'actualité, du monde, alternative à la vision occidentale. C'est revendiqué par la Turquie qui lance cette chaîne à destination de l'Afrique. Et puis la présence d'une offre francophone du média russe Russia Today, avec l'installation d'un bureau à Alger, de manière à couvrir l'ensemble du continent africain et singulièrement de l'Afrique francophone. Des médias qui nourrissent des narratifs anti-français, c'est assumé également par ceux qui les dirigent et qui donc attaquent la France et nourrissent également à travers une diffusion et une dissémination de ces contenus-là, au départ de façon très virtuelle sur les réseaux sociaux, nourrissent aussi et pénètrent progressivement au sein des opinions publiques et se manifestent ensuite sur le terrain, parfois de façon très violente. Nous sommes en première ligne également à travers nos médias face aux attaques contre la liberté d'informer. Vous l'avez rappelé, madame, nos médias ont fait l'objet de coupures, de censure, aujourd'hui dans 3 pays africains, d'abord au Mali et au Burkina Faso l'année dernière, au Niger depuis le mois d'août dernier, suite à la prise du pouvoir par des mouvements putschistes. Et là, l'ensemble de nos médias, y compris les diffusions par les radios partenaires, par exemple de RFI, sont soumis à la censure et ont été coupés. Si nous sommes coupés, c'est d'abord parce que nous sommes puissants. Nous sommes les premières chaînes coupées dans ces pays-là quand il s'agit pour les pouvoirs pour les mouvements putschistes qui ont pris le pouvoir de resserrer la liberté de l'information, mais aussi parce que nous apportons une information libre et indépendante qui parfois et même souvent dans ces situations-là dérange. Plus généralement, il nous semble que dans ces circonstances, nous sommes également coupés parce que nous sommes certes français, mais aussi des médias internationaux, et ces censures sont généralement les signes d'une très forte dégradation de la liberté de la presse et du droit d'informer dans ces pays-là, dont font les frais très rapidement et très lourdement les journalistes et les médias locaux du continent. Malgré les coupures, nous restons extrêmement suivis. Les stratégies de contournement sont mises en place et nous arrivons à voir à travers nos antennes que des publics continuent au Mali à nous suivre, par exemple sur YouTube, à appeler nos émissions interactives. C'est un exemple parmi d'autres, mais nos chaînes WhatsApp, je vous en parlais tout à l'heure, en un temps record, quelques semaines seulement, près d'1 million d'abonnés pour la chaîne WhatsApp consacrée à l'émission Appel sur l'actualité pour RFI et 1,4 million aujourd'hui pour la chaîne de France 24 en français. Donc ce sont des moyens de contournement qui reçoivent un public extrêmement nombreux et qui montrent combien nos médias sont aussi attendus. Les coupures, néanmoins, nous font perdre près de 7 millions de téléspectateurs uniquement dans les 3 pays, de téléspectateurs et d'auditeurs bien sûr, dans les 3 pays que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Je passe rapidement, mais il est évident que ces situations de grande tension, voire de confrontation, nous font courir des risques sécuritaires majeurs à nos équipes. Nos correspondants ne peuvent plus et nos envoyés spéciaux ne peuvent plus aller sur ces terrains-là. Et les correspondants qui doivent y rester sont évidemment suivis d'extrêmement près et de façon très régulière par notre dispositif de sécurité. Nous continuons malgré tout à faire notre travail d'un journalisme indépendant, libre, qui lutte contre les infox, mais nous ne sommes pas naïfs, qui lutte contre la désinformation sans naïveté. Nous restons attachés à nos valeurs et nous poursuivons notre action à destination des publics africains avec comme ligne, vous avez évoqué ce mot, comme ligne d'action, des partenariats pour les publics africains et avec les professionnels du continent africain. Donc à ce titre, nous avons 3 rédactions qui sont délocalisées sur le continent africain, une à Dakar, la dernière en date, pour y diffuser et y produire et y diffuser des contenus en langue régionale. Le Mandinkan et le Fulfulde sont opérés depuis Dakar, la Haussa et le
Swahili sont opérés depuis Lagos depuis 2007 et Nairobi depuis 2010. Et ça, pour nous, ce sont des ancrages et des stratégies qui doivent nous permettre d'être en plus grande proximité. C'est un mot essentiel pour nous. C'est le développement à venir de notre politique de production et de diffusion vers le continent africain dans des langues transnationales, de façon à pouvoir servir des publics le plus largement possible et ne pas rester enfermés dans un dialogue qui serait totalement déséquilibré, où on considérerait que nos médias émettent de Paris vers des publics qui entendent un message venu de beaucoup trop loin. Enfin, dernière chose, et évidemment essentielle, la lutte contre la désinformation, contre la manipulation de l'information. Nous avons en tête d'augmenter, bien évidemment, nos productions en ce domaine. Nous organisons en réseau notre production de lutte contre les infox, ce que l'on appelle le débunkage, de façon à ce que l'ensemble des différentes rédactions de RFI se nourrissent et puissent diffuser et avoir un impact encore plus large dans ce domaine auprès des publics et mettre en valeur le travail de nos équipes. Et nous avons 2 projets essentiels et structurants qui ont été portés par Marie-Christine Saragosse dans son projet présidentiel. 100% numérique, une offre 100% numérique panafricaine à destination des jeunes publics africains, et un décrochage en télévision pour France 24 qui serait opéré depuis Dakar, où l'offre d'information professionnelle devenue depuis et vers l'Afrique francophone serait encore plus valorisée. Merci de votre attention. Merci Madame la Directrice. La parole est désormais à Monsieur Casaré-Roux, président du musée Quai Branly Jacques Chirac. Monsieur le Président, Madame la coprésidente, Monsieur le Président, Madame la coprésidente, merci de me recevoir. Alors, ma contribution est beaucoup plus modeste, évidemment, puisque le musée du Quai Branly a dans ses missions la préservation, l'étude, la valorisation des cultures des 4 continents en dehors de l'Europe. L'Afrique est donc une partie de notre perspective, de nos missions. Pour vous donner une idée, nous conservons 370 000 œuvres qui remontent certaines à 400 ans. Elles sont en France depuis très longtemps. Et les collections africaines représentent 90 000 œuvres. Nous conservons également plusieurs millions de documents, photos et documents et archives que nous employons à enrichir. Notre présence et notre action en direction du continent africain est assez ancienne, puisque effectivement nous partageons cette histoire commune, cette histoire qui est parfois complexe à analyser, cette histoire quelquefois que l'on découvre nous-mêmes, tant sur la partie de la colonisation que la partie des décolonisations. Je pense en particulier avec le Cameroun, où on a découvert un certain nombre de découvertes. Je veux dire que c'était pas dans la culture commune, certains de ces événements qui nous amènent aussi à reconsidérer la manière dont nous traitons une histoire plus ancienne. En gros, nous travaillons sur 5 axes, bien sûr, avec ce qui a fait finalement l'ADN de ce musée, c'est-à-dire la transparence sur ses collections, la transparence sur ses documents, la transparence sur l'information que l'établissement détient sur les collections, et sur le partage. L'idée qu'une étude moderne et contemporaine de ces collections ne peut se faire qu'avec un double regard. Le regard à la fois depuis Paris, depuis l'histoire de ces collections, la manière dont elles ont été constituées, l'histoire aussi du regard, l'histoire du goût, l'histoire du rapport de la France aussi avec ces différents espaces, mais également la perception que peuvent avoir nos collègues, nos contemporains aujourd'hui de cette histoire, de l'appréciation qu'on peut avoir sur ces objets depuis leur point de vue. Nous avons donc mis en place une série de projets de recherche scientifiques sur nos collections, avec ce double regard. Nous bénéficions pour ce faire de bourses du ministère de la Culture qui nous permettent de faire venir nos collègues pour étudier ensemble les collections en toute transparence. Nous avons travaillé avec le Tchad, avec le Musée national du Tchad. Donc il s'agit toujours de collègues qui viennent et qui ont des responsabilités au plus haut niveau dans les musées nationaux qui conservent les collections dans
dans les pays qui nous intéressent et qui sont intéressés également par cette relation. Évidemment, tout ceci se fait, j'ai oublié de le dire, effectivement, mais ça va de soi, dans le cadre de cette nouvelle offre de relations entre la France et les pays d'Afrique, qui était lancée à partir du discours de Ouagadougou, et avec cette proposition également d'opérer des restitutions. Et donc c'est dans ce cadre aussi que vient ce travail d'ouverture, ce travail de partage, ce travail d'analyse commune et de culture commune, j'allais dire, sur la manière d'aborder les collections anciennes et les différents épisodes historiques qu'ont traversé les pays. On a donc travaillé avec le Musée national du Tchad, qui avait une demande assez globale sur l'ensemble de nos collections. La venue de notre collègue pendant près de 2 mois à Paris, pendant 3 mois à Paris, en 2021 lui a permis de se rendre compte que ces collections ont été en grande partie impressionnantes par le chiffre qui avait été diffusé, mais que la qualité de ces collections était pas forcément en rapport avec cette impression numérique. Et donc on a commencé un travail très précis d'analyse des différentes collections, sachant qu'une grande partie des collections qui sont conservées à Paris ont aussi une histoire commune avec les collections qui sont les cœurs des collections nationales, que ce soit au Tchad, au Sénégal, au Burkina Faso, etc. Donc il y a une histoire commune aussi de la constitution des collections, et donc ce travail commun est mutuellement bénéfique. On a travaillé également avec le Burkina Faso, avec un collègue qui est venu pendant 1 mois, avec le Mali, avec le directeur du Musée national, avec lequel nous tentons de continuer d'avoir des relations malgré la difficulté. On est persuadé que ce sont ces relations humaines et cette passion commune en fait qui crée un fil certes fragile, mais qui peut permettre de passer une période de tension, une période de difficulté, où on sent aussi que certains de nos collègues peuvent parfois être sujets de suspicion par leur rapport qu'ils peuvent avoir avec nous. On sent que souvent il faut que nous prenions en compte des difficultés temporaires dans certains pays pour mettre un ralenti sur l'envie que nous avons d'aller plus loin dans les investigations. Et donc il y a des temps qui s'adaptent comme ça en fonction de l'actualité. C'est particulièrement vrai pour le Mali, mais nous allons pouvoir renouer ce partenariat, ne serait-ce que par des voies également de visioconférence avec notre collègue du Mali, afin de continuer à faire ce travail très important sur cette histoire commune, complexe, sur la constitution des collections, en particulier en période coloniale. En travaillant avec ces différents pays, on s'est aperçu que il nous fallait quelque chose de plus global et qui permette de travailler de manière multilatérale. On a besoin de ce travail en bilatéral qui nous permet de mieux connaître et pour nous-mêmes de nous enrichir sur des collections, mais également avoir quelque chose de plus large. Nous sommes donc saisis d'une des principales missions de collecte et de recherche qui a été menée en 1931 à 1933, qui est partie de Dakar et qui est allée jusqu'à Djibouti. Et nous avons constitué un programme de recherche avec l'ensemble des partenaires, l'ensemble des pays qui constituent cette diagonale. Il est bien évident qu'aujourd'hui, nous avons dû moduler notre enthousiasme du début, puisqu'un certain nombre de pays sont aujourd'hui et de régions sont aujourd'hui impossibles à rejoindre. L'idée, c'était de confronter finalement cette histoire ancienne, l'appréhension que nous pouvons en avoir depuis l'Europe, avec l'appréhension qui pouvait en être faite depuis ces différents pays. Donc ça concerne les pays que j'ai cités, mais également Djibouti, mais également le Cameroun, mais également le Sénégal, et évidemment la Côte d'Ivoire. Donc c'est un travail de longue haleine qui verra son aboutissement dans un premier temps par une exposition qui aura lieu au musée du Quai Branly en 2025 et qui ensuite sera déclinée dans les différents pays qui auront la volonté de le faire, selon des modalités qui ne seront pas une exposition pensée à Paris et envoyée en Afrique, mais une adaptation, une reformulation, une réinvention finalement de cette exposition en fonction des intérêts propres de chaque pays. Et on voit bien, même sur ce travail qui semble
relativement homogène qu'il nous faut nous adapter à chaque fois à des perceptions, à des sensibilités. Et à l'intérieur de chaque pays aussi, il y a des relations intercommunautaires qui sont extrêmement complexes, qui sont évolutives et dont il nous faut absolument tenir compte. Nous travaillons évidemment de manière très étroite avec la Côte d'Ivoire, puisque bientôt sera présenté devant l'Assemblée nationale le projet de loi sur les restitutions. Et la Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire, nous avons travaillé en particulier sur un projet qui leur tient à cœur et qui remplit jusqu'à présent les différents critères qui avaient été retenus pour des restitutions. Pour faire en sorte que ces restitutions ne soient pas simplement un geste certes important, mais qui finalement s'achève avec le fait du retour de l'objet, nous travaillons également à la mise en œuvre de collaborations pour accompagner ce processus politique de restitution qui vise à partager l'information professionnelle que nous avons et de faire en sorte que nos propres agents, mais aussi les agents des différents musées concernés et puissent travailler en bonne intelligence pour le futur. C'est particulièrement le cas pour le musée historique d'Abomey et le musée d'histoire de Ouidah au Bénin, qui ont été décidés suite à la restitution des 26 œuvres des collections nationales françaises en direction de la République du Bénin. Et c'est également le cas avec le musée des civilisations de Côte d'Ivoire, avec lequel nous travaillons en préparation à ce qui pourrait donner lieu à une restitution si telle en était la volonté nationale. Nous travaillons également à la formation de nos futurs collègues conservateurs et restaurateurs du patrimoine, et ceci en collaboration avec les instituts de formation, l'Institut national du patrimoine, avec l'École du Louvre, et nous accueillons pour des stages souvent de longue durée ces différents futurs collègues. Nous avons travaillé avec le Gabon, deux personnes du Gabon, avec une personne du Bénin, évidemment, avec une personne des Comores et une personne de Côte d'Ivoire. Et nous continuons à accueillir très régulièrement, chaque année, ces personnels. J'en profite pour souligner d'ailleurs que nous accueillons actuellement le directeur du musée national de Côte d'Ivoire. Nous participons évidemment à des formations, nos professionnels participent à des formations. Je voudrais, pour finir, insister sur le fait qu'il nous semble important de créer les conditions aussi d'une circulation des œuvres, puisque c'était aussi l'idée du discours de Dakar. Et donc nous avons organisé avec les collègues européens à Dakar au début de cette année une grande réunion avec une 60aine de musées africains pour essayer de définir quels pourraient être leurs besoins et comment faire en sorte de travailler en dehors de nos relations historiques limitées avec les pays autrefois colonisés par la France et élargir. Et nous avons présenté à la Commission européenne un projet assez ambitieux visant à faire en sorte de collaborer de manière plus large une collaboration plus large entre la France et via l'Europe et les pays africains. Bien, merci à tous les deux pour ces propos introductifs. Mes chers collègues, il nous reste une vingtaine de minutes. J'ai environ 7 questions. Donc l'idéal serait que chacun se limite à une question de l'ordre d'une minute ou un peu plus pour qu'on ait 2 fois 5 minutes pour les réponses. Et vous parliez, Monsieur le Président, de Côte d'Ivoire. J'ai le plaisir de passer la parole à une collègue qui est née en Côte d'Ivoire pour le groupe Renaissance. La parole est à Lisiane Métayer. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, donc respectivement des commissions et délégations. Monsieur le Président du Musée du Quai Branly, Madame la Présidente. Alors, c'est un honneur, effectivement, pour moi de prendre la parole. Et effectivement, comme l'a stipulé le Président, je suis effectivement née en Côte d'Ivoire. J'ai vécu en Côte d'Ivoire et j'avais vraiment une oreille extrêmement attentive, en fait, sur vos propos. Et je serais très intéressée, en fait, pour évoquer un peu plus avant, en fait, ces restitutions. Au nom du groupe Renaissance, je vous remercie sincèrement pour votre participation au sein de nos commissions et délégations conjointes, ainsi que pour la qualité de vos interventions. Vos contributions de ce jour, abordées sous l'angle culturel et médiatique, enrichissent significativement nos travaux en cours consacrés à l'Afrique. En introduction, il convient de rappeler qu'au moment de son élection en 2017, le président de la République française a exprimé son engagement à revitaliser les liens entre la France et le continent africain. Cette démarche est concrétisée par diverses initiatives, mettant particulièrement l'accent sur la refonte de notre aide en faveur d'une relation partenariale.
Je peux citer les dialogues Afrique-France, conduits par Achille Mbembe, philosophe africain, mais également le nouveau sommet Afrique-France. Cette refonte du partenariat de la France avec les pays du continent africain est bâtie autour de la société civile et du soutien au secteur privé et offre un nouveau cadre de réflexion aux nouvelles générations de la relation entre l'Afrique et la France. Dans le domaine de la culture, cette refonte est mise en œuvre très concrètement, notamment ici en France et à Paris et dernièrement. Et j'aimerais profiter de votre présence parmi nous pour évoquer le Forum de création Africa qui s'est déroulé donc en octobre dernier. Il s'agit du premier salon de ce type en Europe autour des industries culturelles et créatives et qui se déroulera de façon alternative entre la France et les pays du continent africain. Ces industries culturelles et créatives englobent les secteurs liés à la création, au développement, à la production et à la diffusion de biens, de services et d'activités à contenu culturel, artistique et ou patrimonial. À la croisée des diplomaties économiques et d'influence, la promotion des industries culturelles et créatives est un élément clé de la politique française. Pour revenir à cette première édition de Création Africa, dans la lignée du nouveau sommet Afrique-France, comme je viens de l'évoquer, ce forum vise à encourager la création de passerelles créatives et le partage d'idées innovantes dans la France et les pays du continent africain. Ce forum a pour ambition de devenir le rendez-vous incontournable des créateurs. Ces initiatives contribuent à renforcer les liens entre les individus en favorisant un échange interculturel dynamique. Je vais aller plus vite. Donc, pour reprendre juste quelques chiffres, c'était quand même 400 participants, dont 200 personnes provenant du continent africain. Aussi, je souhaiterais vous poser 2 questions. Est-ce que la mise en avant de nos cultures respectives constitue un des moyens appropriés pour approfondir la compréhension entre nos peuples et redéfinir la relation entre l'Afrique et la France? Quelle est votre perception de ce genre d'initiative axée sur la promotion d'une approche partenariale? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Gisèle Lelouis. Présidente, Madame, Monsieur, mes chers collègues, en tant qu'élue de Marseille, je suis ravie de vous entendre ce matin aux auditions, car ma ville, la plus ancienne de France, est un lieu où les cultures dialoguent, pour reprendre une devise du musée Quai Branly. C'est sur ce dialogue culturel, au-delà des présentations très intéressantes que vous avez faites, que j'aimerais centrer mon propos en tant que membre de la Commission de la Défense. Je ne peux que déplorer les errements de la politique française actuelle en Afrique, qui conduisent à une telle hostilité et incompréhension dans certains pays que les troupes françaises sont contraintes de se retirer dans la précipitation. À l'inverse, la coopération culturelle offre des perspectives d'avenir encourageantes. On atteste l'audience de France Média Monde en Afrique. France 24 est ainsi la première chaîne d'information en Afrique francophone, avec 40 millions de téléspectateurs hebdomadaires. RFI compte pour sa part 38 millions d'auditeurs hebdomadaires. Nous nous en réjouissons, même si nous déplorons l'écho, parfois, donné à des discours anti-français ou plus récemment anti-israéliens. Les restitutions de certaines œuvres sont également vues comme un élément d'apaisement des relations. Le groupe Rassemblement National est d'ailleurs favorable à des restitutions au cas par cas, si ce n'est pas question de vider les collections nationales. Nous considérons que certaines restitutions participent au maintien du dialogue culturel si précieux que j'évoquais en préambule. Nous sommes tout aussi convaincus que la conservation, la restauration et la présentation d'œuvres sur notre sol, au Quai Branly par exemple, permettent une connaissance et une protection du très riche et très divers patrimoine africain à destination du public du monde entier. Sur le plan de cette protection, j'aurais justement une question quant au patrimoine malien. Lors des raids d'AQMI, notamment sur Tombouctou en 2013, des témoignages exceptionnels du passé ont été détruits ou partiellement détruits par les terroristes islamistes. Avez-vous des éléments quant à la restauration de ce patrimoine exceptionnel? Sur le plan de la langue française, nous savons que des pays étrangers comme la Russie, la Chine ou la Turquie déploient leurs médias en Afrique avec un discours parfois hostile à la France. Pouvez-vous nous en dire plus sur leur pénétration du paysage audiovisuel, notamment en Afrique francophone? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La France Insoumise, la parole est à Pascal Martin.
Merci, Monsieur le Président. Du fait de l'héritage colonial français sur le continent africain, la coopération entre l'Afrique et la France est particulièrement riche. Elle l'est d'autant plus ces derniers temps avec la volonté, en tout cas affichée, de la France de démocratiser sa relation avec ses partenaires africains. De nombreux forums culturels participent notamment, et vous l'avez rappelé, au rayonnement de la culture française en Afrique et au rayonnement des cultures d'Afrique en France. Cette politique culturelle, de la même manière qu'elle s'inscrit dans un contexte historique chargé, s'avère souvent un levier de puissance et de politique étrangère pour la France. En témoignent plusieurs décisions et déclarations françaises. La plus récente concerne la cacophonie autour de la suspension, je cite, de tous les projets de coopération qui sont menés avec des institutions ou des ressortissants et ressortissantes du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Puis la déclaration de la ministre Rima Abdul Malak qui déclarait, je cite encore, qu'aucune des programmations d'artistes n'avait été demandée par le gouvernement. La France a sciemment mis un coup d'arrêt à la coopération culturelle avec ces États, entachant de fait le dialogue interculturel entre les peuples concernés. Aussi, plusieurs articles universitaires et de presse dénoncent le fait que le musée du Quai Branly ne traite que trop peu, voire pas, de la question de l'héritage colonial de la France en Afrique, alors que cela pourrait être fait à la fois à travers l'art et l'ethnologie. Ne serait-ce pas un moyen pour renforcer, voire relancer, le dialogue interculturel avec l'Afrique ? Il pourrait également être intéressant de savoir comment est perçue dans le milieu culturel français l'émancipation des artistes et des intellectuels et universitaires africains, ainsi que la dénonciation croissante d'une certaine politique néo-patrimoniale menée par la France. Quelle est votre perception de la politique française de suspension des visas, y compris pour les artistes? Quelle retombée à ce stade cette décision ne risque-t-elle pas d'entacher le dialogue interculturel entre les peuples d'Afrique et de France et les perceptions de ces peuples dans leur culture? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe démocrate, la parole est à Vincent Bru. Merci, Monsieur le Président. Pour Madame Cécile Mégy, pour aller plus vite, vous avez évoqué à plusieurs reprises la censure dont nous avons été l'objet de la part des autorités nigériennes et précédemment au Mali et au Burkina Faso. Ma question est la suivante. Est-ce que les dirigeants africains vous ont donné des motivations de ces décisions ou ont donné des motivations au gouvernement français? D'autre part, est-ce que cette politique de censure touche la France uniquement ou d'autres pays européens ou occidentaux? Et puis vous avez parlé de chaînes qui ne sont pas toujours très amicales vis-à-vis de notre pays. Venant de la Turquie, de la Russie, qu'en est-il par exemple de la Chine? Pour M. Kerarero, une petite question simplement. J'aimerais avoir un petit peu plus de détails sur l'accompagnement de la France et particulièrement de votre musée pour assurer des conditions nécessaires à la réception et à la conservation des œuvres qui sont restituées dans les pays africains. Je vous remercie. Merci, chers collègues, et merci de votre esprit de synthèse. Pour le groupe socialiste, la parole est à Isabelle Santiago. Oui, je vais donc faire court aussi, comme c'est demandé. Donc, ma question s'adressera du coup à tous les trois au travers des échanges que nous avons extrêmement intéressants. Vous avez pu donc nous éclairer ce matin. Est-ce que vous pourriez nous dire, compte tenu des enjeux et y compris de pouvoir être en partage sur ces territoires, est-ce que vous avez les moyens, et c'est intéressant pour nous de le savoir en tant que parlementaires, pour irriguer les travaux au travers de l'ensemble, y compris évidemment sur le musée, donc évidemment au Quai Branly, où j'ai évidemment eu avec beaucoup d'intérêt ce que vous nous avez exposé, mais ça nécessite beaucoup d'échanges, beaucoup de recherches, la restitution qui se fait, comme vous nous l'avez expliqué, sur un travail en partage, sur les œuvres, sur cette culture qui, évidemment, entre les peuples, est un pont et une richesse. Donc, avoir une idée, y compris sur le réseau, évidemment, culturel, que l'on puisse avoir cette vision qui est très transversale à travers vos trois propos, si vous en avez les moyens, compte tenu qu'on bascule sur une autre prise de, on va dire pas de risque, mais d'engagement auprès d'eux, il ne faudrait pas décevoir. Merci. Nous avons 3 questions complémentaires. La parole est à Delphine Ingemann. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresserait à Madame Mégy.
plus de la moitié en fait de la population africaine est âgée de moins de 24 ans. On assiste également, vous l'avez souligné, à une montée en puissance des réseaux sociaux dans la diffusion de vos programmes. Vous avez parlé de WhatsApp et de YouTube. Je voudrais, moi, vous parler de TikTok, qui est le navire amiral du soft power chinois. Il a dépassé dans de nombreux pays africains, il me semble, les réseaux sociaux dits traditionnels, notamment en Afrique subsaharienne, puisqu'il arrive en 2e position. Je voudrais savoir quelle place vous accordez à TikTok dans votre stratégie de déploiement sur le continent africain. Et par ailleurs, en ce qui concerne les réseaux sociaux, en prévention ou en sensibilisation par rapport aux fake news, est-ce que vous intervenez, est-ce que vous participez à des programmes de sensibilisation auprès des jeunes sur le continent africain? Merci. Merci. La parole est à Jean-Philippe Ardouin. Merci, Monsieur le Président. Pour Madame la directrice, dans plusieurs conflits civils touchant des pays africains, la France, en tant qu'ex-puissance coloniale, est souvent pointée du doigt, accusée de nombreux maux. Que l'on évoque le Mali en 2022 ou le Burkina Faso en 2023, ce constat de rejet de la France s'inscrit également dans une lutte d'influence informationnelle menée par la Russie et la Chine. Le 3 mai 2023, Reporters sans frontières a souligné la désinformation en hausse et les menaces envers les journalistes dans de nombreux pays africains. RFI et France 24 ont notamment été suspendus au Mali en avril 2022 pour des raisons politiques qui relèvent d'une évidente atteinte à la liberté de la presse. Aussi, comment conciliez-vous votre statut de média indépendant avec l'image des médias français qui vous est renvoyé localement et quelles en sont les conséquences, notamment sur votre ligne éditoriale? Et d'autre part, comment assurez-vous la sécurité de vos correspondants dans les pays qui traversent ces troubles? Je vous remercie. Merci. Enfin, la parole est à Christophe Marion. Merci, Monsieur le Président, de m'accueillir exceptionnellement dans votre commission. Monsieur le Président, j'ai eu le plaisir d'échanger avec vous il y a quelques semaines dans le cadre de la proposition de loi relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques. Il me semble que ce sujet est un enjeu culturel et diplomatique important de la relation entre les pays étrangers, notamment africains, et la France. En effet, cette proposition de loi devrait permettre de répondre aux demandes de restitution formulées notamment par l'Australie, l'Argentine ou Madagascar. L'Afrique n'est pas particulièrement représentée, ce qui peut sembler étonnant au regard du passé colonial de notre nation. Comment expliquez-vous cette situation? Pensez-vous, à partir de vos connaissances et des coopérations que vous menez avec les musées du continent africain, que des demandes de restitution sont à venir ou que la France devrait communiquer davantage sur ses capacités de restitution auprès des pays africains? Je crois me souvenir que, en tant que directeur du centre culturel Djibaou, vous aviez décidé, après discussion avec les anciens, de laisser des restes Kanak au musée de San Francisco, où ils étaient conservés. Si une telle décision était prise par un État africain dans les prochaines années, comment envisageriez-vous les conditions d'exposition de ces restes humains dans nos musées pour en faire de véritables ambassadeurs culturels de leur pays d'origine? Je vous remercie. Merci à tous pour vos questions. Madame, Monsieur, je vous propose alors malheureusement de limiter vos réponses à 5 minutes chacun, en choisissant les éléments qui vous semblent les plus essentiels pour qu'on n'ait pas trop de retard pour l'audition suivante. Madame Megy, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, difficile de répondre en 5 minutes à la diversité de vos questions qui mériteraient quand même d'être... enfin, les réponses mériteraient d'être très précises. Un premier point concernant les initiatives. Madame, vous évoquiez le Forum Création Africa, les partenariats. Je pense que là, vraiment, ça s'inscrit dans ces initiatives auxquelles nous donnons de l'écho depuis Paris vers le continent africain et pour lesquelles nous regardons aussi en très grande proximité, grâce à notre réseau de correspondants, grâce à nos envoyés spéciaux, quel est l'effet sur le continent africain. Et je pense que c'est cet aller-retour qui n'est pas dans un sens unique. Je pense que c'est vraiment cette image de l'aller-retour entre la France et le continent qui est évoquée sur nos antennes. Je pourrais vous donner des listes sans fin de programmes qui y sont consacrés, de reportages, voilà, qui fait le lien et qui maintient ce lien malgré le contexte que nous avons tous décrit, que vous avez également repris dans vos propos, de tension à certains endroits et à certains moments. Ce lien est essentiel à maintenir. Et comment maintenons-nous ce lien? Donc, à travers ce type d'initiative, la valorisation de l'ensemble de ces manifestations qui ont lieu sur le continent ou en France ou sur le continent, mais également, je pense, en restant
conforme, cohérent et fidèle à ce qui fait les valeurs et les principes éthiques, déontologiques d'un média de service public d'un pays démocratique qui s'appelle la France. C'est-à-dire que nous avons un arsenal de textes, alors la loi bien sûr, mais nous avons aussi en interne une charte de déontologie, un cahier des charges, une charte de déontologie que nous faisons également prospérer au vu des évolutions de l'intelligence artificielle et comment l'utiliser ou comment s'en prémunir, que nous faisons, nous sommes soumis évidemment à la loi Sapin 2, donc nous avons des programmes de formation et de sensibilisation de nos personnels, y compris des journalistes bien entendu. Donc tout ce dispositif éthique et déontologique est pour nous la pierre angulaire de notre travail et nous sommes persuadés aujourd'hui que rester dans cette ligne-là, sans compromission, sans en dévier, est pour nous une façon de rester fidèle à ce que doit être un média libre et indépendant, comme l'avait rappelé le président de la République devant les ambassadeurs, pas naïf. Pas naïf, nous sommes bien conscients que nous sommes directement attaqués parce que nous sommes un média de service public français et non pas un média d'État, et que notre indépendance est en quelque sorte notre influence aussi, et que de fait, en restant fidèles à ces principes-là, nous pensons pouvoir répondre au défi qui est le nôtre aujourd'hui et que vous décrivez parfaitement, qui est celui de rester résilient mais démocratique dans un contexte de plus en plus difficile et tendu. Sur la question des moyens, nous avons eu les arbitrages budgétaires pour l'année 2024. En matière de moyens, il y a un signe extérieur d'indépendance qui est la recette affectée, et qui pour nous, dans notre arsenal de voilà, comment prouver que la France se dote de médias de services publics indépendants, est quelque chose d'extrêmement important. Marie-Christine Saragosse a l'habitude d'insister sur ce point et je pense que c'est vraiment essentiel. Nous avons eu une dotation en hausse, même s'il y a des effets d'optique compte tenu du changement de modalité de financement et maintenant lié à la TVA et non plus à la CAP, mais nous restons quand même avec des budgets en deçà de nos partenaires et amis des services publics internationaux que sont la BBC et la Deutsche Welle par exemple. Alors que nos performances dans notre périmètre d'Afrique francophone par exemple sont bien supérieures à celles de la BBC en Afrique anglophone. Donc voilà, très sommairement, plus serait mieux. Avec ce que nous avons aujourd'hui, nous pouvons développer encore des programmes, mais nous sommes bien conscients qu'il y a quand même, et nous avons subi pendant plusieurs années des régulations successives, nous sommes quand même en retrait par rapport à nos partenaires que sont BBC World Service ou la Deutsche Welle, sans parler de USA Global Media, le service extérieur des médias publics américains. TikTok, les réseaux sociaux, donc l'objectif, et ça rejoint aussi les moyens. Bien sûr que nous sommes conscients que c'est un vecteur extrêmement important et notamment pour toucher les jeunes publics. WhatsApp en est un aussi et WhatsApp est un terrain de prolifération d'infox mais considérable. Donc le fait que l'opérateur Meta permette aujourd'hui aux médias d'arriver sur WhatsApp nous a permis de rentrer dans la boucle très rapidement. Nous l'avions initié il y a quelques années pour RFI et Meta a coupé, donc on s'est retiré. Sur TikTok, France 24 a commencé à se développer sur TikTok. Nous avons des projets pour RFI également. Reste que c'est des questions de moyens. Parce que la grammaire, en quelque sorte, le terme de jargon peut-être qui est utilisé, la grammaire pour s'adresser à ces publics-là et pour s'exprimer en quelque sorte sur TikTok n'est absolument pas la même que celle qu'on a sur le broadcast pour France 24, sur WhatsApp ou sur X, donc, ou sans compter Facebook. Donc aujourd'hui, ça veut dire des personnels supplémentaires, ça veut dire un apprentissage supplémentaire. Donc là, nous travaillons à pouvoir y être présents, mais nous sommes bien conscients que c'est quelque chose de primordial. Et quand je parlais de ce projet 100% numérique à destination des jeunes publics du continent africain, c'est sur les réseaux sociaux et on est en train d'étudier plus précisément la configuration que ça aura. Ce sera de la vidéo et ce sera sans doute sur TikTok, mais aussi sur YouTube. Enfin voilà, les champs sont extrêmement vastes et nous devons évidemment s'adresser au plus de public possible sur les plateformes les plus diverses possibles.
Je n'ai absolument pas répondu à toutes les questions, mais le temps imparti est écoulé. Merci Madame Egui pour ces réponses et désolé pour le caractère très contraint du temps dont nous disposons. La parole est au président Casarérou. Merci Monsieur le Président. Oui, je vais essayer aussi de répondre. Alors, sur les partenariats à la création, évidemment, nous abondons dans ce sens. C'est-à-dire qu'on pense que c'est par une construction commune, une co-construction, en fait, et un regard commun porté sur le passé, qui peut être divergent d'ailleurs, hein, mais qu'on peut construire quelque chose de durable et en toute vérité, en toute transparence. Vous avez insisté aussi sur la création, on n'en a pas parlé. Le musée, c'est le passé, mais c'est aussi le présent et la création contemporaine. Je pense que les demandes sont aussi importante dans ce domaine, et il y a une manière et je pense que c'est une manière différente aussi de regarder l'Afrique que de la voir au travers de ses créateurs. Vous parlez de créateurs dans des domaines numériques, mais il y a aussi les créateurs, les peintres d'aujourd'hui. Il y a un marché de l'art africain contemporain qui est en train de se développer, et c'est une manière totalement différente d'entrer en relation et d'accompagner cette relation que nous appelons de nos voeux avec l'Afrique. Je voudrais signaler aussi que en matière de musées, il n'y a pas les musées africains n'ont pas forcément vocation à ne s'intéresser qu'à l'Afrique. Nous avons nous-mêmes, à la demande de nos collègues sénégalais, organisé une exposition Picasso et les arts africains à Dakar, qui était une première. Ça ne s'est pas fait depuis 1966. Et je pense que c'est quelque chose aussi dans lequel nous devons aller. C'est-à-dire que nous devons connaître les lieux d'où nous parlons, être fiers de nos héritages et en même temps pouvoir les confronter de manière plus apaisée en sachant exactement de quel point on part et la manière dont nous pouvons les partager. Sur la question des destructions, évidemment, il y a cette menace permanente sur les destructions du patrimoine. Malheureusement, je n'en sais pas plus. Il faudrait demander à mes collègues qui travaillent à la LIF ce qui est sur ces menaces. En tout cas, nous en sommes bien conscients, d'où le travail que nous faisons avec, par exemple, le collègue du Musée national du Mali, c'est-à-dire d'identifier des collections qui, si elles retournaient, ne seraient pas soumises à une pression telle qui appellerait à leur destruction. Donc c'est aussi, je pense qu'il en est absolument bien conscient, nous aussi, et donc il y a une sorte de relation d'intelligence qui se noue entre nous sur ces questions. Sur la question de l'héritage colonial, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez sur laquelle nous essayons de travailler également avec toute la complexité que ça représente, parce que souvent nous n'avons qu'une partie de la source. Nous n'avons que des documents qui vont dans un sens. Et le travail sur l'histoire coloniale mérite là aussi une double lecture, ou au moins une lecture multivocale. Il y a aussi des ressentis qui n'apparaissent pas dans nos sources. Il y a aussi des imprégnations mémorielles très fortes qu'on ne perçoit pas forcément au travers de l'étude simplement scientifique qu'on peut en avoir, historique de notre côté. Et donc il y a un travail commun à faire. Je pense que c'est un travail qui peut se faire sur le moyen et le long terme, d'où le projet dont je parlais tout à l'heure de Dakar-Djibouti, qui consiste aussi à regarder les conditions d'acquisition, de collection et de recherche également, parce que toute cette connaissance est due aussi à ces recherches qui sont faites en période coloniale, d'étudier toutes les tenants et aboutissants de ces contextes. En ce qui concerne l'accompagnement que nous faisons aux différents musées et aux différents collègues, il s'agit aussi, j'ai mentionné les transferts aussi de documents qui sont très importants. Il y a souvent une sous-représentation de la documentation dans les musées avec lesquels nous travaillons du fait des vicissitudes de l'histoire, comme nous-mêmes nous les subissons parfois. Et donc il y a un important travail de partage de ces documents et de mise en commun de ces documents. Cette expertise que l'on essaye de porter, elle se fait aussi de manière très modeste, c'est-à-dire qu'on attend qu'on nous demande vraiment que le besoin s'exprime et on évite d'arriver avec ce qu'on pense être bon. L'idée, c'est d'inverser la dimension et de susciter
constater l'émergence du besoin pour pouvoir mieux y répondre et ainsi avoir une relation de nature différente. Sur les moyens nécessaires, évidemment, nous travaillons à moyens constants et nous essayons effectivement de réorienter une partie de nos besoins, de nos ressources. Le musée, c'est à la fois un département des collections, mais c'est aussi un département de la recherche avec lequel nous travaillons. Nous avons cette double tutelle, la chance d'avoir cette double tutelle à la fois de la culture et du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Et une grande partie de nos moyens de recherche ont été réorientés vers ces questions d'histoire coloniale, ces questions, parce que pour éclairer les restitutions, il faut aussi éclairer l'histoire coloniale. Je disais que la manière dont on réalisait, à quel point on la méconnaissait dans son détail et dans la manière dont elles ont pu affecter les populations. Donc il y a un gros travail à faire dans ce domaine. Je me réjouis d'ailleurs de l'annonce de la ministre de la Culture qui a présenté un fonds commun germano-français qui va permettre de financer aussi ces questions de provenance. C'est un travail long, fastidieux, dans lequel nous engageons et dans lequel il faut que nous engageons de manière commune, à la fois avec les partenaires européen, parce que cette histoire européenne, cette histoire française, elle n'est pas que française, elle est européenne. Les informations sont souvent diffuses, appartiennent à d'autres pays. Il nous faut les concentrer et en même temps faire ce travail que j'évoquais tout à l'heure avec les pays d'origine. En ce qui concerne les restes humains, je pense que nous avons effectivement besoin de continuer à faire ce travail proactif que nous avons réalisé. Il ne faut pas attendre que la demande arrive. Il faut qu'on soit en capacité de répondre le plus clairement possible avec les éléments les plus objectifs possibles, historiques, sur ces demandes, comme nous le faisons exactement pour les objets. C'est aussi ce gros travail que nous faisons. C'est pas répondre simplement aux demandes, c'est anticiper dans les collections, avec les critères que l'on a arrêtés, cette question de est-ce que ces collections sont arrivées de manière légitime ou pas, et quelles sont les circonstances historiques qui permettent d'éclairer l'arrivée de ces collections dans les biens de la nation. J'ajouterais pour terminer que nous faisons aussi un important travail de désanonymisation des personnes qui ont été photographiées en contexte colonial. Il y a un gros travail à faire. Souvent, l'époque voulait qu'on enlève l'information singulière et personnelle pour la remplacer par une information générique de type humain. Et il y a un gros travail à faire parce que nous disposons en fait souvent de l'information personnelle concernant les individus photographiés. Et il y a un travail qui a été engagé par le musée du Quai Branly et qui, en particulier sur la question, pour revenir avec la question des restes humains, illustre la question des Guyanais. Qui fait partie des demandes du département de la Guyane en direction de ces personnes qui ont été exhibées en Europe et qui sont mortes en France. Nous avons, avec un travail commun avec l'association guyanaise qui porte cette mémoire, fait un travail de retrouver les individus photographiés et de leur mettre des noms. Je pense que c'est un domaine très important. Excusez-moi, monsieur le Président. Merci infiniment à nos deux invités pour leur éclairage. Et je vais essayer d'être très bref pour cette conclusion. J'ai été témoin et très heureuse témoin de cette co-création et co-construction muséale avec votre exposition La route des chefferies du Cameroun, qui a été exposée d'abord au Cameroun, puis au musée du Quai Branly, qui a eu le succès que nous connaissons tous. Pour la notoriété, Cécile Mégy, effectivement, je me rends tous les mois quasiment dans les pays africains et elle est illustrée. Et je voudrais saluer votre collègue Juliette Févé et son émission Légendes urbaines. Tous les jeunes Maliens que je connais, burkinabés ou nigériens, utilisent des VPN pour regarder son émission. Donc effectivement, vous avez entièrement raison. Et je ne peux pas conclure cette table ronde sans corriger une infox que je trouve être une infox. Non, les errements de la France, ce que je ne peux pas considérer comme des errements, bien sûr, ne sont pas la cause du retrait de Barkhane. La France n'est pas responsable de putsch de militaires antidémocratiques, donc ce n'est absolument pas à cause de la France que Barkhane a quitté le Sahel, enfin en tout cas le Mali et le Niger. Merci. Et j'ai envie de dire, si on continue sur ce terrain-là, le Québec est une ancienne colonie française et le Québec n'utilise pas la France comme bouc émissaire à chaque mot interne du pays. Merci. Bien, écoutez, la séance est suspendue. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle séance à huis clos.